Donc, je crois qu'on est heureux de vous accueillir. Bienvenue, mesdames, messieurs, pour suivre ce webinaire donc, consacré ce soir ici avec le Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées au risque des dangers et la cybercriminalité. Les moyens aussi pour s'en prémunir et les conseils. On a 3 spécialistes qui vont vous présenter effectivement les moyens, les clés, les outils pour tout ça. L'objectif de ce rendez-vous, que ce soit ici en présentiel à Albi au siège ou bien à distance, d'avoir un éclairage complet sur, je dirais plus que ce phénomène qui touche désormais les petites, les moyennes entreprises, les grandes collectivités, les hôpitaux. Il n'y a pas une semaine aujourd'hui où il y a une attaque cyber. Je vais vous présenter donc 3 intervenants dans un instant. Je précise également que la première partie de ce webinaire, la première heure, sera donc consacrée à la présentation à la fois du sujet, des moyens qui sont à votre disposition et surtout que faire en cas d'attaque. Ça sera effectivement un des sujets qui sera longuement abordé avec nos 3 spécialistes. Petit mot d'introduction avec, dans un instant, Pascal Duprat et une demi-heure complète avec vos questions à nos spécialistes, toutes les questions que vous vous posez, que ce soit ici en présentiel, mais également si vous êtes à distance, vous pouvez continuer et envoyer vos commentaires et vos questions. On essaiera de répondre à tout le monde. 19h30, voilà, ça sera la fin de ce webinaire. 1h30 à passer ensemble avec vraiment une interactivité souhaitée pour être le plus riche et le plus complet possible. Je vais laisser le mot d'introduction au directeur général adjoint de NMP, Pascal Duprat, pour introduire donc ce webinaire consacré à la cybercriminalité. Pascal, c'est à vous. Merci Christine. Bonsoir à toutes et à tous, ceux qui sont ici présents dans l'amphithéâtre de la Castellana à Albi et puis ceux qui sont derrière leur écran. Merci d'être là parmi nous ce soir pour ce moment important. Je ne serai pas long parce qu'il est plutôt important compte tenu du sujet de laisser la parole à nos spécialistes parce que nous avons souhaité aborder un sujet qui nous concerne tous, vous, chefs d'entreprise, professionnels, responsables de collectivités publiques, et puis nous, en tant que banque et en tant que partenaire, votre partenaire. C'est la cybercriminalité. Alors, c'est un fait aujourd'hui, la cybercriminalité a pris une ampleur particulière dans la vie de nos entreprises. Alors, il y a des cas connus, célèbres. Les derniers, c'est l'école polytechnique de Toulouse ou c'est l'hôpital de Corbeil-Essonnes, mais ça concerne aussi, et c'est un point qu'il faut que vous reteniez, les petites entreprises et notamment celles de notre territoire, celles qui sont aujourd'hui pas forcément prêtes pour faire face à cette nouvelle forme de criminalité. Alors, face à ce phénomène nouveau, les autorités agissent, le gouvernement agit, on aura l'occasion d'en reparler lors de vos interventions, mais nous avons aussi, nous, en tant que partenaires et banquiers, la responsabilité d'agir. Et c'est à ce titre que nous avons souhaité ce soir vous réunir pour vous informer, pour vous donner des axes de réflexion, parce que les cyberattaques, au-delà du fait qu'elles peuvent nuire à la notoriété d'une entreprise, peuvent être aussi pour ces entreprises mortelles. La fuite de données, la fuite de capitaux peut être à l'origine de la disparition des entreprises, et ça nous concerne tous, nous en tant qu'entreprise du territoire, mais aussi en tant que banquier. Aussi, par cette manifestation, nous souhaitons être en amont, vous sensibiliser, vous faire partager les informations que les spécialistes vous apportent et vous accompagner dans la mise en œuvre des moyens qui vous permettront demain d'être plus résilients, résistants face à ce qui est une véritable menace pour nos entreprises. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à interagir lorsqu'on sera venu avec nos invités et bonne soirée à tous. Merci beaucoup Pascal. Alors, je vais vous présenter donc nos 3 intervenants ce soir qui vont nous éclairer. Donc, avec nous, l'adjudant-chef Xavier Ruffiandis. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes enquêteur en technologie numérique au sein de la Gendarmerie nationale. La NTEC, c'est la section opérationnelle de lutte contre les cybermenaces. Également avec nous, Philippe Boulan, consultant en sécurité informatique chez Inforsud, qui est juste à côté, partenaire également de NMP. Et puis, à ma droite, Aurélien Amat, vous êtes de la société d'assurance Hiscox. Et on va voir effectivement de votre côté aussi toute la panoplie qui peut être à la disposition des entreprises et des collectivités autour de ces risques cyber. Je vous le disais, ce webinaire va se décliner avec trois chapitres. La réalité, de quoi on va parler, la prévention des risques liés à la cybercriminalité, et puis voilà, que faire en cas d'attaque. Et puis à partir de 19h, on ouvrira le jeu des questions-réponses. Alors pour le premier chapitre, je vous cède la parole, monsieur l'adjudant-chef Xavier Ruffiandis, sur quelle réalité aujourd'hui la cybercriminalité, qu'est-ce qu'on entend par là, à quoi elle ressemble aujourd'hui en 2022.
Je vous laisse la parole. Messieurs, dames, bonsoir. Vous m'entendez correctement? Voilà, mettez bien votre micro, voilà, près de vous. La cybercriminalité, on peut en donner une première définition. En fait, ça va être l'ensemble des activités illégales qui vont utiliser l'Internet. Donc de façon, je dirais, simple, ça va de l'escroquerie avec l'usage d'une carte bancaire volée, par exemple. Mais ça, ce qui va nous intéresser tout particulièrement ce soir, c'est la protection de vos réseaux informatiques et de vos données informatiques. Donc, pour être une victime, si je puis me permettre, on n'est pas nécessairement ciblé, mais on peut faire l'objet d'une attaque qui fait preuve d'opportunité. Voilà. Si je peux faire une analogie, c'est le cambrioleur qui cible une maison parce qu'il cherche quelque chose de particulier dans cette maison, ou alors c'est le cambrioleur qui passe dans la rue, il teste les poignées de porte d'entrée, et puis s'il y a une porte qui est ouverte, il rentre dans le vestibule, et puis il récupère tout simplement le sac à main, les clés qui se trouvent à proximité, et puis il repart. Donc voilà. Être victime d'une cyberattaque, c'est pas nécessairement être ciblé, ça peut être aussi parce que notre réseau informatique n'est pas suffisamment sécurisé. Voilà, je pense qu'on peut continuer sur les enjeux, tout simplement, que ça représente pour vos entreprises. Effectivement, sur la partie enjeu, donc ça fait une dizaine d'années qu'on souscrit du risque cyber effectivement chez Hiscox. Hiscox, entreprise d'assurance, partenaire effectivement de la caisse du Crédit Agricole. On dénote effectivement des enjeux qui sont en fait des préjudices potentiels pour les entreprises. Effectivement, on s'aperçoit que sur des dossiers de sinistres, les préjudices sont souvent liés. Effectivement, ça démarre par un sujet proprement informatique. C'est-à-dire qu'un pirate informatique qui s'introduit, vous le voyez à l'écran, qui s'introduit dans un système informatique, et bien, pour faire simple, il va casser des choses, il va modifier des choses. Donc matériellement, il va falloir intervenir sur ce système informatique pour pouvoir remettre d'équerre, on va dire, le système, les données, les réimplémenter au bon endroit pour pouvoir retrouver une activité normale. Donc ça représente un préjudice en fait, pour l'entreprise assez évident. Bien souvent arrive derrière et assez rapidement le sujet financier. Effectivement, une entreprise qui n'est plus en mesure de pouvoir travailler ou qui doit travailler en mode dégradé parce que le système informatique n'est plus opérationnel, elle va bien souvent subir une interruption d'activité. Donc là aussi, une perte sèche de chiffre d'affaires sur la période où effectivement le système est resté immobilisé. On connaît aussi des cas de fraude, qu'on appelle cyberfraude, tous les cas de virements frauduleux, on en dira quelques mots. Les cas de virements frauduleux, le fausse facture, les fraudes horribles, tout ça effectivement, c'est des cas concrets, exponentielle qu'on voit de manière quasi quotidienne et qui représente effectivement un enjeu financier fort pour les entreprises, de même que les activités de rançonnage. On parlera aussi des attaques de type ransomware. Aujourd'hui, effectivement, les entreprises sont bloquées, les systèmes sont bloqués, les données sont bloquées, charge effectivement de payer une rançon. En tout cas, c'est ce qui est demandé pour pouvoir débloquer un système. Le sujet réputationnel aussi. Il ne faut pas mésestimer l'impact que peut avoir une attaque sur l'image d'une entreprise. Ça, c'est un élément extrêmement important, d'où l'utilité de pouvoir communiquer et donc effectivement d'avancer des frais pour pouvoir communiquer avec son écosystème, par exemple les clients, sur le fait qu'on a fait l'objet d'une attaque informatique. Et en dernier point, effectivement, c'est le sujet juridique, sujet réglementaire, sujet de conformité réglementaire, sujet de droit, c'est le sujet RGPD. Je pense que ça parle à tout le monde maintenant, effectivement. RGPD impose à toutes les entreprises de protéger leur système. Ce qui intéresse les pirates informatiques, c'est de s'introduire dans le système, notamment pour récupérer des données qu'ils pourront en général revendre sur le marché noir. Là, forcément, l'entreprise qui n'a pas su conserver ces données-là, elle est responsable. Elle doit répondre de cette responsabilité et va peut-être devoir engager des frais d'avocat, des dommages et intérêts pour pouvoir réparer ce préjudice-là. On va passer à la slide suivante, voilà, sur les volumes et les tendances. Alors, comme vous pouvez le voir, les chiffres ne sont pas très actuels, mais pour autant, ils sont assez révélateurs de l'évolution de la cybercriminalité. Avec la période de pandémie qu'on a vécue ces dernières années, et puis un travail en distanciel
qui a été rendu obligatoire, ça expose encore un peu plus les données des entreprises aux cyberattaques. Donc, notre monde de plus en plus numérique, de plus en plus connecté. Ça veut dire aussi que les cyberdélinquants se sont adaptés. Là où il y a quelques dizaines d'années, on avait des informaticiens experts qui pratiquaient le hack informatique. Maintenant, on a des petites entreprises, j'allais dire, qui vendent du service, qui vendent des solutions de criminalité pour entraver le fonctionnement d'un service, pour rançonner les entreprises. Donc on est passé d'un travail d'expert à un travail, j'allais dire, commercial. Donc voilà. Donc il faut voir qu'il y a eu ce passage à l'échelle supérieure et c'est à vous, dans vos entreprises, d'en prendre conscience pour préparer vos entreprises et à cette nouvelle menace. Voilà, je pense qu'on peut regarder ce qui s'est passé dans les territoires occitans. Ouais. Ça, c'est que le territoire de Nord-Midi-Pyrénées, oui. Et c'est que quelques derniers mois, hein, on est d'accord. L'hôpital de Cahors, plusieurs entreprises. Le volume, Xavier Ruffindi, c'est quoi? C'est une fréquence pour vos services? Alors, la difficulté pour évoquer le volume, c'est qu'en fait, pour qu'on ait l'information au niveau des services de gendarmerie et de police, c'est qu'il faut qu'on ait un dépôt de plainte. Sans dépôt de plainte, en fait, on n'a pas l'information d'une attaque sur une entreprise. Donc, le volume qui était présent sur la présentation précédente, ce n'est que ce qui est connu, qui est remonté par le biais des plaintes. Donc, ce n'est pas révélateur des attaques qui sont actuellement à l'œuvre sur le territoire national. Voilà. Sachant qu'une attaque réussie va engager une plainte, mais une tentative, en général, elle va pas faire l'objet d'une plainte, tout simplement. Ce qui veut dire que sur la notion de plainte, quel est le conseil, la règle? Est-ce qu'on porte plainte automatiquement? Est-ce que c'est ce que recommande la gendarmerie? Et on fera circuler la parole. Alors, l'intérêt du dépôt de plainte, il est multiple. Ça vous donne une valeur de victime au niveau pénal. Ça initie des investigations en France et à l'étranger, car souvent les cybercriminels sont à l'étranger. Ça donne une réalité des menaces qui sont présentes. Et cette réalité, en fait, puisqu'on travaille avec des statistiques, si on a une remontée en termes de plaintes, il y aura une remontée des moyens donnés aux services d'enquête pour travailler et essayer de contenir cette criminalité. Là, je voudrais un commentaire de vous également. Oui, plus précisément, le dépôt de plainte permet aussi de fixer un point de départ pour une procédure et de permettre justement un travail de corrélation avec les différentes équipes de police, de gendarmerie. Et on n'insiste pas assez souvent sur les opérations réussies, y compris à l'international. On a, alors je dis on, ce sont évidemment les autorités, M. Rufiandis, ont réussi à aboutir sur des réseaux tentaculaires avec des clusters, par exemple ransomware spécialisés, qui ont été démantelés grâce aux efforts conjugués des polices de différents pays. Donc, clairement, porter plainte sert à quelque chose, même si pour l'entreprise, on ne le mesure pas à une échéance courte. C'est un travail de longue haleine et qui se mesure, je pense, plutôt dans le temps. Mais moi, j'incite fortement les entreprises à porter plainte pour justement faire avancer et justement lutter aussi contre le cybercrime. Aurélien, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, complètement aligné. Nous, quand on ouvre effectivement un dossier de sinistre, on invite systématiquement le client assuré de fait à aller porter plainte. Voilà, c'est le premier élément qu'on va lui indiquer dans la résolution de son cas. On démarre par là. Juste un petit commentaire effectivement sur cette diapositive. On parle d'hôpitaux, on parle d'entreprises, non, on parle souvent de très grandes institutions. Toutes ces organisations-là ont une obligation de déclaration. C'est la raison pour laquelle, naturellement, on les voit beaucoup dans la presse.
Gardez à l'esprit que ça concerne des petites et des moyennes entreprises, beaucoup. Elles sont des proies faciles, sont considérées en tout cas comme des proies faciles par les pirates informatiques par rapport à certaines grandes institutions, c'était une réalité. Et la réalité de ce risque-là, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'attaques de masse, effectivement plutôt massives, où le pirate informatique va créer un virus qui va se balader sur les réseaux, qui, in fine, va s'introduire dans le système informatique qui présente une faille. Si jamais la faille elle est sur votre système informatique à vous, c'est vous qui allez subir l'attaque, même si à l'origine, le pirate informatique n'avait pas l'intention spécifiquement de viser cette entreprise-là, à Albi par exemple. C'est la fameuse poignée de porte qu'on essaye d'ouvrir au exactement hasard. ça. Ce que C'est vous disiez exactement tout ça, à et l'heure. l'analogie est très bonne. 54%, vous disiez, c'était la slide précédente, des entreprises en 2021, c'est-à-dire 1 sur 2 ont subi une attaque. Donc on voit effectivement l'ampleur et le volume que ça représente en termes de coûts financiers moyens, 35 000 euros. C'est donc les chiffres fournis par la gendarmerie sur tout ça. Donc voilà sur l'échelle, rien que du territoire. Donc on a vu effectivement les cas très, très médiatiques. On va passer maintenant à la question de la prévention, parce que ça, c'est vraiment donc le cœur de ce webinaire ce soir sur ça. Donc, je vous cède la parole, messieurs. Donc la prévention, oui, évidemment, puisque dans l'approche cyber, il va falloir montrer un caractère d'anticipation, c'est-à-dire qu'on ne peut plus à l'heure actuelle être dans une position d'action et de réaction par rapport à tout ce qui peut se passer dans le domaine des malveillances. Donc pour ça, je vais reprendre la phrase du directeur de l'ANSSI, de Guillaume Poupard, qui dit que la cybersécurité, c'est 99% d'anticipation, de prévention et de bon sens. Le bon sens, oui. Le bon sens consiste à analyser les situations sans se mettre en situation d'urgence. Sauf que les malveillances s'opèrent par des mécanismes, alors notamment ingénierie sociale, phishing, etc., qui justement impliquent une action d'urgence impérative jusqu'à un phénomène de peur, voire d'empathie dans certains scénarios. Donc le premier travail à anticiper au niveau des entreprises, c'est de renforcer la cybervigilance. C'est-à-dire que le discours qui doit être tenu va être tenu en fonction des bonnes pratiques du système d'information, des bons usages, et également de mécanismes, alors qui sont notamment édictés par l'ANSSI, le gouvernement, qui fournit gratuitement sur son site des fiches pratiques qui permettent d'avancer sur des thématiques particulières. Donc on va retrouver le bon usage de la messagerie, comment gérer son environnement professionnel, personnel, et en sachant discerner ces deux environnements. Donc cette première étape de renforcement passe par ça. Alerter est un élément important. Je pense notamment aux situations d'alerte où la personne, le collaborateur, s'est mis en porte-à-faux, est allé un peu trop vite, un peu trop loin, et hésite quelque part à signaler. Eh bien non. Il va alerter et justement être en mesure de faire avancer justement l'entreprise dans le blocage de la malveillance. Et puis, quelque part, il va participer à l'effort cyber de son entreprise. Alors, signaler, troisième point, signaler important également parce que l'attaque ne s'est pas produite, mais l'élément suspect est arrivé, pourquoi pas dans la messagerie. Aller signaler qu'un élément suspect dans sa messagerie est considéré comme un travail cyber de la part du collaborateur. Donc, quelque part, ce qu'on cherche à montrer par là, c'est qu'il y a un travail collectif où chacun est acteur de la sécurité de son entreprise. Insuffler une culture cyber. Alors là, c'est un peu un travail en amont qui se fait au niveau de la direction, au niveau des équipes, au niveau des métiers également, où il faut arriver à ce que la cyber, les réflexes, les bons usages fassent partie du quotidien. Donc, à partir du moment où analyser un mail, ça devient un réflexe et plus un effort technique, eh bien évidemment, on va gagner du temps et on va être plus efficient. Donc, on va être dans cet effort permanent d'identification, et puis à partir du moment où on sait que c'est quelque chose de malveillant, on bloque, on supprime et on oublie. Il faut également informer régulièrement, c'est-à-dire que les attaques, comme le disait l'adjudant-chef Ruffiandis, évoluent. On a accès à des informations sur ces attaques, on a accès à des sites qui publient également des vulnérabilités quasiment en temps réel, mais il ne faut pas hésiter à communiquer là-dessus et à montrer que les curseurs bougent et que, évidemment, peut-être que la vigilance de fin d'année va être différente de celle qui va être portée en début d'année prochaine.
Tester, alors ça c'est un élément qui peut être intéressant également, c'est mettre en situation les utilisateurs. Alors par exemple par des campagnes de phishing qui vont simuler des attaques et qui vont donner des statistiques sur le nombre de clics ou le nombre de récupérations de dossiers. Alors j'ai une anecdote intéressante là-dessus puisque bien souvent il y a un peu deux zones dans le travail du collaborateur. Il y a la zone purement professionnelle où le niveau de vigilance va être élevé. Donc ça va porter par exemple à l'utilisation des applications des logiciels métiers, où là on va regarder si on a un message qui nous invite éventuellement à réaliser une action qu'on ne réalise pas d'habitude, on va être prudent. Et puis il y a la sphère de confort. Alors l'exemple précis, c'est une simulation qu'on a lancée il y a quelques temps déjà, où on proposait sur le portail des congés de réinitialiser son mot de passe. Je vous assure que la plupart des collaborateurs l'ont fait pour la bonne et simple raison que poser des congés, c'est une zone de confort. Donc pour eux, le niveau de vigilance s'est réduit et l'incitation à cliquer a été forte et a été respectée. Donc à minima, il faut arriver à organiser cette sécurité. Et le premier acteur de la sécurité, c'est l'humain et c'est le collaborateur. Vous voulez rajouter quelque chose, chacun? On peut passer donc à la slide suivante. Hein. Voilà. Alors, quels moyens mettre en œuvre par rapport à cette appréhension de la sécurité en entreprise? À vrai dire, il n'y a pas de postulat de départ. C'est-à-dire qu'à minima, il faut étudier ce que l'entreprise investit par an dans l'outil informatique. Donc ça nous donne un point de départ. Ce point de départ permet de fixer, avec des abacs qui sont représentatifs, le niveau de sécurité à apporter au système d'information. On estime à l'heure actuelle que 5 à 10% constituent, dans la plupart des entreprises, alors sur certains secteurs d'activité, ça peut être plus, sur d'autres moins. Je cite pour anecdote l'attaque qui a eu lieu Bouygues BTP. Ça a un peu stoppé et perturbé les services administratifs. Les bâtiments ont continué à être construits et les véhicules ont continué à circuler. Donc vous voyez, il y a toujours des éléments à moduler pour cette prise de décision. Mais en tout cas, dans l'état d'esprit, il faudrait identifier en amont ce qui est réellement important pour l'entreprise. Et on estime que le point de départ idéal serait d'avoir analysé le risque réellement pour savoir quels sont les secteurs de l'entreprise à renforcer. Donc typiquement, si je prends un exemple d'une usine et de production, eh bien, il y a les flux qui s'échangent, il y a des données qui se stockent, et il y a des points de passage, il y a des endroits névralgiques. Alors ça peut être sur le réseau, ça peut être dans le système d'information sur le serveur, ça peut être dans la base de données. Et là, il va falloir fixer les points critiques. Et à ce moment-là, sur ces points critiques, l'effort financier pourra être apporté. Réfléchir, alors ça c'est le scénario idéal, ça demande un peu de maturité au niveau de l'entreprise. Réfléchir à la possibilité de mettre en place ce qu'on appelle une gouvernance, c'est-à-dire de dépasser la charte informatique et de commencer à réfléchir à mettre en place ce qu'on appelle une PSSI, donc politique de sécurité, qui a l'avantage de s'appuyer sur des référentiels connus, comme les normes ISO 27001, 27002, comme le NIS V2, qui est une directive européenne, qui permet de structurer les opérateurs de services essentiels, par exemple. Et à partir de cette mise en œuvre, on va organiser notre sécurité. Alors ça veut dire que derrière, eh bien, on va proposer de mettre en place un comité avec des membres de la direction, avec pourquoi pas des profils métiers, profils DSI, et on va organiser la sécurité de l'entreprise. Ça permettra évidemment de mieux relayer encore le discours auprès des collaborateurs. Vous voulez rajouter quelque chose là-dessus?
Oui, un commentaire sur la partie effectivement budget sécurité informatique. C'est assez clair. On interroge les chefs d'entreprise tous les ans sur ce sujet, mais finalement, quelle part de votre budget informatique vous consacrez à la partie vraiment sécurité, cybersécurité? Et on voit effectivement en fonction des années des chiffres qui augmentent. Hein. Donc c'est plutôt récurrent, c'est augmenté d'année en année. Premier élément effectivement qui vient confirmer ces 5 à 10% de budget minimum. La partie gouvernance aussi, ça me semble être assez clé. On observe effectivement clairement sur, quand on gère des sinistres, que les entreprises qui ont réfléchi l'attaque, qui ont imaginé l'attaque, qui ont par exemple mis en place un plan de continuité d'activité, s'en sortent mieux, s'en sortent plus tôt que celles qui n'ont pas du tout imaginé cet événement-là. Ça, c'est assez clair. Adrien, vous voulez rajouter quelque chose sur ce volet moyen mis en place et en œuvre? Oui, moi je pense qu'il faut pas négliger le fait qu'un jour on puisse être victime d'une attaque. Et c'est vraiment l'anticipation qui va permettre une bonne résilience de l'entreprise. Donc ça, c'est avec tous les points qui ont été évoqués précédemment, l'information et la formation des collaborateurs, une bonne structuration de son réseau informatique. Voilà, c'est ça qui va permettre de limiter l'impact d'une attaque et de rebondir plus rapidement. Alors justement, on va poursuivre sur comment on fait une hygiène informatique, la fameuse checklist en 13 questions. Aurélien Matt et Philippe Boulan, d'abord pour Info Sud. Donc, c'est un peu une liste à la Prévert, mais elle a pour avantage de refixer là où l'entreprise se situe. C'est-à-dire qu'elle va permettre, à travers cette checklist, de réellement diagnostiquer et pourquoi pas s'auto-diagnostiquer sur l'état de la sécurité dans l'entreprise. Donc là, on a des questions très pragmatiques comme la présence du pare-feu au point d'entrée Internet, comme l'antivirus. Alors l'antivirus, c'est un sujet intéressant aussi, puisque la statistique qui remonte à l'heure actuelle, c'est que à peu près 15 ou 16% des attaques sont des attaques de type virus. Mais toutes les autres attaques sont des attaques de nature différente. Donc clairement, dans l'accompagnement aussi auprès de vos prestataires, il y a cette idée de faire évoluer les solutions et de bien comprendre les enjeux. Une évolution antivirus vers EDR à l'heure actuelle, par exemple, va permettre d'identifier des comportements anormaux, des déplacements sur le réseau en utilisant des logiciels peu utilisés d'habitude. Ça va être également reconnaître ce qu'on appelle une attaque 0D, c'est-à-dire une attaque dont la vulnérabilité existe, mais la vulnérabilité n'a pas été prise en compte par l'éditeur lui-même. Donc, toutes ces questions vont nous aider à avancer sur ce qui doit être pris en considération pour sécuriser son environnement. Oui, ces éléments font office en fait de minimum syndical à respecter. Je prends le point numéro 3, effectivement, la mise à jour. Oui, la mise à jour régulière, ne pas mettre à jour son système d'exploitation quand l'éditeur de logiciel le propose. Ça revient pour un risque auto à rouler de nuit, tout feu éteint, à 180 km/h sur une route de campagne. Enfin, je ne sais pas si vous voyez, mais on est à peu près sûr de se prendre un platane. Là, effectivement, si je ne mets pas à jour mon système, je suis à peu près certain d'avoir une attaque. Je n'ai plus du tout d'aléa sur ma situation. Ça risque de se réaliser. Je prends le point 12, effectivement. Avez-vous fait évaluer la couverture de votre police d'assurance au risque cyber? Alors, avant de se poser cette question, c'est de savoir, effectivement, est-ce que déjà, je me suis posé la question du transfert de risque à un assureur spécialisé? Et finalement, sur ces sujets, sur cette thématique du risque cyber, on s'aperçoit qu'on a un très bon complément des solutions techniques, informatiques, dont quelques-unes sont listées ici, et des aspects plus curatifs, donc le volet assurantiel, dont on parlera plus longuement après. Vous voulez rajouter quelque chose? On peut donc... Un dernier mot, Philippe. Un point important qui reste d'actualité, qui est la partie gestion des mots de passe et de l'authentification. Pourquoi j'évoque ce point? C'est que les standards en termes de structure de mots de passe évoluent et les mots de passe en entreprise n'évoluent pas. À l'heure actuelle, l'ANSSI estime qu'un mot de passe de 16 caractères, alphanumérique, majuscule, minuscule, caractères spéciaux, est un mot de passe moyen. Quand j'audite les différentes entreprises dans lesquelles je me déplace,
j'arrive très peu souvent à des résultats à 16 caractères. Donc, on a tous conscience que cette notion de mot de passe est compliquée à gérer, qu'elle est fastidieuse, qu'elle est contraignante. Maintenant, c'est un des éléments qui permet le plus facilement à une entité extérieure de s'introduire sur un système. Donc, n'hésitez pas à éprouver également vos mots de passe et à remettre en cause la façon dont vous les gérez. Allez, on va continuer sur l'accompagnement des services numériques. Philippe, vous regardez la main. Oui, donc en continuité de ce discours, on a imaginé une offre d'accompagnement qui tournait autour de plusieurs thématiques. Première thématique très précise, c'est celle qui concerne l'audit. Je pense qu'aucune entreprise ne peut objectivement situer son niveau de sécurité elle-même. C'est-à-dire venir et dire, voilà, moi je suis sécurisé à hauteur de tant de pourcents, autant que le pourcentage représente quelque chose. Pour évaluer, il faut de temps en temps auditer, faire un statut. Donc là, on est sur le cliché instantané, hein. C'est-à-dire que si on évalue une entreprise à un instant T, rien ne dit que dans 6 mois, les curseurs n'auront pas bougé et que le niveau d'exposition sera le même. Donc, les audits sont imaginés pour répondre à toutes les situations. Donc, ça peut être de l'audit organisationnel et technique, où là, on va évaluer ce qui est en place et voir si les systèmes sont bien en adéquation avec le besoin de l'entreprise. On va avoir également des audits de vulnérabilité, où on va rentrer dans le détail, on va identifier toutes les failles des systèmes, tout type de système d'exploitation. On peut faire des focus sur les bases de données, on peut faire des focus sur des serveurs web également, pour remonter les informations les plus pertinentes. On va aller également jusqu'à mettre en place en mode audit un boîtier particulier d'une marque d'un grand constructeur qui va nous permettre d'analyser tous les flux et de remonter plutôt des usages et des comportements. Donc là, on est pertinent pour voir comment travaille l'entreprise, quel est l'usage qui est fait des applications, du web, les volumétries qui circulent également, parce que ça c'est toujours un sujet intéressant. Et puis éventuellement, si certaines malveillances sont présentes sur le réseau et sur les autres, on va les détecter. Ça peut venir en complément également d'audit sur Active Directory Wi-Fi. En fait, le but, c'est de répondre avec une personnalisation et une prestation à la carte sur ces éléments-là. Deuxième point très important, sauvegarde restauration. Et là, on va proposer en fait de maîtriser, alors je ne dirais pas que la sauvegarde, parce que souvent on assiste sur le système de sauvegarde. Je pense que le phénomène de restauration est plus intéressant, puisqu'il permet d'éprouver son système. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre d'être en situation pour tester les mécanismes. Bien souvent, y compris lorsqu'on a des audits de succès dans les sauvegardes, on a souvent des déconvenus en restaurant puisqu'on n'a pas éprouvé le système depuis très longtemps. Alors, dans les entreprises où, en effet, la restauration est dans un cycle de fonctionnement, on peut estimer qu'une partie de la solution est éprouvée. Mais à quel moment on restaure réellement les machines et à quel moment on se met en situation, mais par rapport à un plan de reprise d'activité, où là, on va avoir besoin de connaître des délais, on va avoir besoin de connaître le traitement, on va avoir besoin de connaître l'ordre dans lequel on redémarre les machines, être sûr que l'intégrité de ce qu'on restaure est respectée. Donc, on va avoir toutes ces problématiques et qui vont amener justement à être exigées des fois de la part des assurances. Oui, complètement. Effectivement, cette partie restauration est intégrée effectivement dans le corpus des garanties du contrat qu'on propose. Donc, on va travailler sur ces éléments-là aussi pour gérer la crise dont le client a fait l'objet. Oui, complètement. Autre point important, et c'était également le mot d'ordre sur une slide précédente, la sensibilisation des collaborateurs. On estime que les collaborateurs sont de mieux en mieux sensibilisés. Par contre, pêchent par manque de précaution. Donc, on a imaginé des sessions avec des thématiques récurrentes sur les environnements numériques. Et on joue ces sessions en les personnalisant par secteur d'activité. C'est-à-dire qu'on ne va pas travailler de la même façon avec une collectivité ou un établissement de santé qu'avec une entreprise qui produit, une industrie ou une entreprise de service. Donc là, c'est un volet important de notre activité puisque c'est un volet moteur qui permet
de véhiculer toutes ces bonnes pratiques au sein des entreprises. Dernier volet, donc ça c'est plus un volet d'infrastructure et d'infogérance, c'est la possibilité pour une entreprise qui n'a pas de profil informatique ou d'équipe informatique en place, de venir se substituer et de traiter l'ensemble des tâches d'administration, d'exploitation et de pouvoir couvrir les besoins de l'entreprise. Sur cette notion de sensibilisation des collaborateurs, vous voulez ajouter quelque chose ? La sensibilisation, elle est importante parce que, en fait, tout le monde a un téléphone dans sa poche. Tout le monde va sur Internet de façon habituelle dans ses activités personnelles. Quand on est dans le cadre du travail, les implications vont être différentes et elles vont être pour la collectivité, en tout cas pour l'entreprise. Donc cette sensibilisation, il faut vraiment appuyer dessus. D'une part sur les précautions à prendre et d'autre part sur la transmission de l'information comme ça a été évoqué précédemment. Donc, si on a un doute, c'est à ce moment-là qu'il faut alerter. Ce n'est pas quand on s'aperçoit qu'il y a vraiment un gros problème qu'il faut dire c'est moi qui ai cliqué trop vite. Voilà, donc ça c'est vraiment des choses importantes à prendre en considération. Aurélien, vous voulez rajouter quelque chose sur ce volet ? Particulièrement, on utilise effectivement des systèmes informatiques très sophistiqués. Si les collaborateurs d'une entreprise continuent effectivement à cliquer au mauvais endroit, à cliquer sur la pièce jointe sans savoir vérifier la provenance du mail, enfin, c'est un peu ça, et parfois c'est extrêmement sophistiqué et difficile à déceler, attention, mais effectivement on continuera à avoir des attaques, donc ce point sensibilisation est hyper important, et dans les dossiers effectivement qu'on gère, dans les sinistres qu'on gère, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de sinistres qui arrivent parce qu'on a commis une erreur à un moment donné. Oui, mais pêche par manque de précaution, c'est quand même ce que vous dites. C'est le mot d'ordre clair. Alors ça peut être également un peu d'assurance dans un travail qu'on a l'habitude évidemment de réaliser tout au long de l'année. Donc traiter des messages en grand nombre, pourquoi pas y répondre, sauf que voilà, certains messages peuvent être très bien structurés. Dans le spear phishing qui est vraiment harponnage où on vous connaît, où on vous rappelle des références, où le cas échéant c'est un sujet que vous traitez actuellement. Voilà, vous revenez dans une zone où vous êtes en complet confort. Là, j'ai encore une anecdote sur le sujet où un de mes clients travaille avec l'AFNOR parce que produit des questionnaires qualité tout au long de l'année. Il a reçu un message du groupe AFNOR avec le même contenu, le même fichier PDF, sauf que le groupe AFNOR n'existe pas. Donc voilà, le fichier a été ouvert, ça a déclenché un début de fuite de données. Bon, évidemment que les équipes ont pu intervenir, enfin, dans ce cas précis, les équipes ont pu intervenir, mais c'était en toute bonne foi et en toute connaissance de cause. Et il est vrai que dans ce cas de figure précis, la tentative de malveillance était très avancée. On va passer, si vous le voulez bien, aux procédures en cas d'attaque. Donc, on va regarder la slide suivante et je vous laisse dérouler. Philippe. Alors, c'est la slide suivante. Est-ce qu'elle peut apparaître ? Voilà, les procédures. Voilà, c'est pour vous. Allez-y. Alors, comme ça a été dit précédemment, ce qui est important, c'est de bien identifier les risques qu'encourt votre système ou les données qui sont importantes pour votre entreprise afin de les gérer correctement, ces risques. On va faire un petit pas de côté. Si vous le voulez bien, je voulais parler de l'arnaque au président ou le faux ordre de virement qui prend plusieurs formes, mais qui engage les fonds de la société. Souvent, c'est des manipulations psychologiques de la part de l'escroc qui vient travailler les personnes, souvent à la comptabilité, puisque c'est eux qui ont les fonds, ou en tous les cas qui peuvent les débloquer, et qui donc vont utiliser la confidentialité, le signe de l'urgence. En général, ils maîtrisent plutôt bien la structure de l'entreprise, le nom des dirigeants. Et à ce moment-là, ils demandent, sous le couvert de la confidentialité, donc, que l'on fasse un virement pour un contrat qui est très secret. Un contrat dont personne n'a entendu parler. Et là, vous, en tant que dirigeant d'entreprise, ce qui est important pour vous, c'est
de mettre en place des processus de vérification. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a des choses qui sortent de l'ordinaire, votre service comptable il doit pouvoir vous contacter pour confirmer que vous êtes bien à l'origine de cette demande de virement. Quand vous recevez un mail en vous disant qu'il faut changer le RIB, enfin en tous les cas que votre fournisseur change de RIB, il faut du coup prendre attache avec ce fournisseur avec des moyens que vous connaissez, que vous maîtrisez, un numéro de téléphone que vous avez préalablement, une adresse mail qui est déjà dans votre carnet d'adresses, pas en cliquant sur répondre, afin de confirmer que ce fournisseur a bien changé de RIB. Voilà, ça c'est des techniques qui fonctionnent très bien. Ça paraît même fou parce qu'on a l'impression quand même que c'est le... Enfin, quand vous le dites que c'est connu et ça marche toujours aussi bien. Ça marche toujours aussi bien. J'ai eu cette année une entreprise qui reçoit donc un mail avec un changement de RIB. Le nom de l'entreprise sur le mail était quasiment similaire à l'entreprise légitime. Et de souvenir, l'escroc demandait aux environs de 100 000 euros. Et la comptable a réussi à négocier une ristourne de 50% parce qu'elle n'avait pas les fonds en caisse. Mais ça allait partir. Donc le virement avait été initié, c'est la banque au regard de l'IBAN qui a temporisé et qui a fait les vérifications nécessaires. Voilà. Donc si les fonds ne sont pas partis, voilà, c'est aussi grâce à la vigilance de la banque. Donc voilà, c'est des choses qui sont importantes à prendre en compte. Voilà, ça c'était pour le petit pas de côté sur l'arnaque au président. En tout état de cause, ce qu'il faut, le message qu'il faudrait faire passer à vos collaborateurs, c'est ne pas rester isolé. Si vous avez un doute, il faut en parler à son chef de service. Si vous êtes dans une entreprise où il y a peu de personnel directement avec vous, ce qu'il faut, c'est que tout le monde ait confiance pour pouvoir communiquer. Voilà, ça c'est vraiment le maître mot, c'est l'information. On est dans une société de l'information, mais l'information qui circule dans les tuyaux de l'Internet ou de l'intranet de l'entreprise, elle ne vaut quand même pas celle qu'on a de vive voix avec les vérifications qui s'imposent. Voilà. Bon, je vais terminer pour cette partie de procédure en interne pour limiter les impacts que pourrait avoir ce type d'escroquerie et cette vigilance qui vient en complément de celles qui ont été évoquées précédemment. Donc, on va ouvrir le dernier chapitre, si vous le voulez bien. Que faire en cas d'attaque? Donc, donc, les étapes de la gestion de crise. On vous écoute. Alors, gestion de crise, ça veut dire que l'attaque est déjà présente. Elle est déjà sur votre réseau informatique. Donc, ce qui est important, c'est j'allais dire, d'alerter les bons contacts. Alors les bons contacts, ça va être votre service informatique, votre prestataire si vous n'avez pas de service informatique, pour endiguer l'attaque. Ce qu'il va falloir faire, c'est quand l'attaque elle est détectée, c'est isoler les machines du réseau. Isoler les machines du réseau, qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, ça veut dire débrancher les câbles réseau pour éviter que le virus se propage, arrêter les connexions sans fil, notamment le Wi-Fi, toujours pour circonscrire l'attaque. Ça, c'est vraiment important. De manière plus pratique, ce qu'il faudrait faire, c'est tenir un cahier d'événements, de savoir à quelle heure on a détecté l'attaque, quelles mesures on a prises, etc., pour avoir ce cheminement pour que quand les équipes arrivent, on puisse faire un état des lieux et poser le sujet proprement. Voilà. Et puis moi, je vais parler... Pour les services d'enquête en particulier, ce qui nous intéresse, c'est la préservation des traces, des indices, éventuellement des preuves. Et éteindre une machine, c'est bien parce que finalement, on arrête le virus là où il est. En revanche, nous, en termes d'enquête, on n'a plus rien. Donc, ce qui est important, réellement, c'est d'isoler la machine du réseau. Là où les machines, bien sûr. Voilà, pour qu'on puisse continuer à travailler parce que vous aurez laissé la machine allumée. Voilà.
Dans un deuxième temps, ça c'est le premier réflexe à avoir. Dans un deuxième temps, il va falloir piloter la crise. Je ne sais pas, vous avez peut-être quelque chose à... Sur la première étape, mais on va faire préciser. circuler. Faites déjà le tour des étapes de cette gestion de crise, adjudant-chef rue Friandis, et puis on fera circuler la parole, ne vous inquiétez pas. Alors, identifier l'origine de l'attaque et son étendue, ça c'est le prestataire informatique ou votre service informatique qui va le faire et qui va pouvoir fournir au service de police ou de gendarmerie ces éléments-là pour qu'on puisse initier notre enquête avec ces éléments. Mais vous avez bien compris, je vous l'ai déjà dit, ce qui est important, c'est qu'on soit saisi de cette attaque, et pour qu'on soit saisi de cette attaque, il faut déposer plainte. Donc, si vous ne déposez pas plainte, on ne va pas pouvoir enquêter, on ne va pas pouvoir remonter à l'origine et identifier les délinquants. Ce qui est imposé aussi, c'est, puisque vous détenez nécessairement des données à caractère personnel, à minima dans le cadre de votre gestion des ressources humaines. Donc nécessairement, il va falloir notifier cet incident à la CNIL. Voilà, ça fait partie des obligations. Et puis, du coup, dans le pilotage de la crise, c'est commencer à mettre en place les solutions de secours. Donc ça, du coup, on parlait d'anticipation tout à l'heure, c'est mon système informatique ne fonctionne plus, mon outil de production est à l'arrêt. Est-ce que j'ai des moyens de continuer sans informatique à faire tourner mon outil de production, à gérer mes factures, payer mes salariés, etc. Donc tout ça, c'est des choses qui sont anticipées. Et puis, comme on les aura anticipées, on va pouvoir commencer à les mettre en place pendant ce moment de crise. Et puis, c'était évoqué précédemment, un des enjeux, c'est l'impact lié à votre image. Et votre image, en fait, il va falloir la gérer en termes de communication. Communication en interne avec vos employés, avec vos salariés qui, eux, ne vont pas pouvoir travailler. Donc, il va falloir leur expliquer comment ils vont travailler différemment. Et puis, en externe, est-ce que je parle tout de suite de l'attaque auprès, comment dirais-je, au grand public? Est-ce que ma communication, je la fais seulement avec mes partenaires, fournisseurs et clients? Dans quelle mesure je communique, etc. Donc tout ça, c'est des choses à imaginer en amont pour que le jour où l'attaque est présente, ce soit structuré et que ce ne soit pas des choses que vous ayez à penser dans l'urgence. Voilà. Chose très importante, on a parlé de rançongiciel ou ransomware en anglais. Rançongiciel, c'est des logiciels qui viennent chiffrer vos données. Vous ne pouvez plus travailler avec. Et ce qui est demandé derrière, pour vous fournir la clé de déchiffrement, c'est une rançon. On ne paye pas de rançon pour de multiples raisons. On ne va pas financer la criminalité. Et puis, par ailleurs, on risque de s'exposer, puisqu'on est bon payeur, si jamais on paye, ce qui ne doit pas être fait. Hein. On s'expose à une deuxième attaque, de même niveau, voire de niveau supérieur en termes de sollicitation. Et puis la sortie de crise, c'est quand on remet en route ces systèmes, grâce à son service informatique, grâce à son prestataire. Ça ne va pas se faire rapidement, ça va prendre du temps parce qu'il faut le faire étape par étape. Et puis surtout, il va falloir prendre en compte ce qui a facilité ou qui a permis cette attaque pour en tirer les enseignements et reprendre une activité de façon plus sûre à l'avenir. Donc voilà, je pense que mes propos peuvent être complétés utilement on va faire circuler sur ces étapes de gestion de crise qui sont en fait le nœud de toute situation. Philippe. Oui, alors pour revenir sur 2-3 points exposés, la rançon également, le paiement de la rançon ne garantit pas d'avoir la clé de déchiffrement. Vous n'avez pas établi de contrat avec le malveillant. Il n'y a pas un engagement de service. Lui, ce qui l'intéresse, c'est d'être payé. Mais en contrepartie, s'il disparaît, pour lui, ça n'a aucune incidence. Donc, croire absolument qu'on va récupérer la clé, c'est aussi se mettre en difficulté.
Sur les enseignements de l'opération, pour moi, c'est le moment idéal pour rentrer dans un processus justement de gouvernance où on va commencer à renseigner les procédures, les différentes étapes pour réaliser telle opération. Donc on va repenser encore une fois à nos sauvegardes, à notre plan de reprise d'activité, on va le minuter, on va le détailler, etc. Comme le disait l'adjudant-chef, l'objectif c'est de ne pas improviser le jour où on sera dans une situation encore plus compromettante et où l'activité pourra être réellement remise en cause. Donc ça peut être une opportunité justement pour réaliser ces opérations. Troisième point, la remise en service progressive. Attention à la remise en service. La plupart du temps, votre meilleure arme, c'est la sauvegarde. Il vous faut être certain que le contenu de la sauvegarde n'embarque pas le malveillant, comme je le précisais tout à l'heure. De plus en plus de logiciels de sauvegarde embarquent une analyse. Rien ne vous empêche, avec évidemment le concours soit de vos équipes informatiques, soit du prestataire, d'analyser le contenu de ce qui est restauré dans un environnement qui ne serait pas connecté encore au réseau. Il y a plein de possibilités pour tester un système avant de le remettre à disposition. Donc n'hésitez pas à passer par cette étape de vérification parce que bien souvent, si le malveillant était installé depuis quelque temps et qu'il s'est déclenché, rien ne garantit que l'opération ne sera pas renouvelée. Donc il y a un vrai travail de fond et vous ne remettez les machines à disposition qu'au compte-gouttes, évidemment avec des procédures particulières. Donc le mot d'ordre pour conclure, procédurer, ça veut dire aussi s'assurer que dans une situation ultérieure, on sera beaucoup plus confortable dans la démarche. Aurélien, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, effectivement. Donc, les étapes clés sont effectivement là. On n'improvise pas. Effectivement, on n'improvise pas sur ce sujet. Et la réponse assurantielle de ce point de vue-là permet justement d'être préparé et de prendre en charge les différents items qui finalement permettent de remplir ces étapes-là. Alors, on peut passer à la diapositive suivante qui présente effectivement les garanties qui figurent dans le contrat cyberprotection. Donc, ce contrat dédié, effectivement, travaillé avec la caisse régionale. Quand un client fait l'objet d'une attaque, il faut intervenir vite. Et il faut intervenir de manière méthodique. Et en fait, effectivement, la solution a été structurée pour ça. On est en mesure de pouvoir gérer la crise, on est en mesure de pouvoir réparer le système, réparer les données, et on est en mesure de pouvoir payer ce qui est à payer, effectivement. C'est quand même ce qui est demandé à un assureur, c'est de pouvoir régler et dédommager un client qui a subi un certain nombre de préjudices. Sur le premier pilier, sur le volet de l'assistance, effectivement, on peut vous assister les chefs d'entreprise qui font l'objet d'une attaque informatique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça, c'est un élément hyper important. Les attaques ont souvent lieu des vendredis soirs, des jours fériés, en plein milieu du mois d'août. Voilà, pour effectivement, le pirate sait qu'a priori, le chef d'entreprise n'est pas complètement disponible ou pas tout à fait derrière son ordinateur. Il le sait très bien et il attend ces moments-là, effectivement, pour diriger les attaques sur les systèmes. Le fait de pouvoir intervenir dans l'urgence, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour pouvoir voir ce qui se passe sur le système, savoir d'où vient l'attaque, savoir où est la brèche, essayer de pouvoir la colmater, c'est vraiment clé dans la résolution du sinistre, puisqu'effectivement, on évite l'effet tache d'huile sur un système informatique, c'est-à-dire que le pirate ne peut pas accéder à l'ensemble du réseau. En tout cas, c'est vraiment ce qu'on espère. On peut assister également le chef d'entreprise avec un avocat. On a parlé dans les étapes clés, effectivement, du volet RGPD CNIL, un avocat spécialisé sur le sujet RGPD qui pourra conseiller l'assuré sur est-ce qu'il faut faire une déclaration, de quelle nature, avec quel formalisme, dans quel délai? Ça, c'est hyper important. Je discute avec beaucoup de chefs d'entreprise. Les chefs d'entreprise qui se projettent un petit peu, ils voient le sujet informatique, ils voient l'urgence, mais en général, le sujet réglementaire RGPD CNIL, ils l'oublient complètement. Or non, il y a des obligations effectivement à remplir sur le sujet. Il s'agit de ne pas les oublier. On peut assister un client aussi sur la partie communication. Effectivement, on a parlé des aspects communication. Une entreprise qui fait l'objet d'une attaque informatique, c'est une image qui se détériore. Voilà. Soit on cherche à taire le fait qu'on a fait l'objet d'une attaque informatique, c'est effectivement des cas assez nombreux. Si ça fuite, si jamais ça se sait, effectivement, il vaut mieux communiquer de manière proactive que de ne pas communiquer du tout. La logique, c'est vraiment ça. Donc finalement, solliciter un expert spécialisé en communication de crise qui va pouvoir rassurer l'écosystème, les clients, les créanciers, les fournisseurs,
argumenter, oui, effectivement, l'entreprise a fait l'objet d'une attaque informatique, mais on est en train de résoudre le cas. A priori, il n'y a pas eu de fuite de données à caractère personnel. Bon, ça permet effectivement d'apporter de la matière et peut-être de rassurer les clients qui seront contents de recevoir cette information-là à ce moment-là. Le deuxième pilier, effectivement, c'est la réparation. On n'est plus à proprement parler dans l'urgence, on n'est plus à proprement parler dans la gestion de crise, mais il va falloir effectivement continuer à réparer ce système, à réparer ces données. On a parlé du sujet de la restauration, c'est vraiment ça, vérifier que les données qu'on va réimplémenter dans le système, elles sont bien saines. Est-ce qu'il n'y a pas une porte dérobée qui a été laissée par le pirate informatique quelque part qui lui permettra de revenir dans le système dans 6 mois ou dans 1 an? Ça, c'est des éléments effectivement qu'on va observer. Et le dernier volet sur effectivement les garanties de ce contrat, c'est le volet paiement. Effectivement, on est en mesure de pouvoir prendre en charge un certain nombre d'éléments. L'interruption d'activité, dont on a parlé un petit peu tout à l'heure. Une entreprise qui n'est plus en mesure de pouvoir travailler, forcément, elle a une perte de chiffre d'affaires qu'on peut matérialiser, qu'on va pouvoir régler. Ça peut être tous les cas de cyberfraude. Donc effectivement, les virements frauduleux, les fraudes horribles, ce dont on a parlé un petit peu tout à l'heure aussi. Ça peut être des surfacturations téléphoniques. On a des cas effectivement d'attaques avec des surfacturations téléphoniques qui existent, c'est des choses qu'on observe. Tout ce qui va être pénalité contractuelle libératoire, je ne rentre pas dans tous les détails. Sur ce sujet de la rançon, on est complètement aligné sur le fait qu'il ne faudrait jamais avoir à payer une rançon. Ça, c'est une évidence. Ça fait partie, effectivement, en tout cas, la possibilité de prendre en charge une rançon fait partie du corpus de garantie de ce contrat. À ce jour, la rançon est toujours assurable. On ne devrait jamais avoir à la payer. Et là où il faut être extrêmement clair, c'est que quand on ouvre un dossier de sinistre de type ransomware, on ne se pose pas la question du paiement de la rançon quand on ouvre le dossier. On essaie de faire la partie assistance, on répare. Ça n'est effectivement que si jamais on n'a pas réussi, après avoir essayé tout ça, à débloquer le système, à débloquer des données, à reprendre des données, à les réimplémenter sur le système, qu'on peut éventuellement, en tout cas c'est le chef d'entreprise qui peut réfléchir à ce sujet-là, se poser cette question-là. Mais donc c'est un plan B. C'est vraiment un plan B, c'est une solution de repli. Le premier réflexe doit être effectivement de ne jamais avoir à quitter une rançon immédiatement, rubis sur l'ongle. Ça, il faut être extrêmement clair là-dessus. Oui. On va dans un instant, si vous le voulez bien, ouvrir le jeu Enfin, le jeu, c'est pas un jeu, c'est vraiment les questions-réponses. On vous l'a dit, c'est interactif, donc il y a des questions qui peuvent être posées à distance. Sur cette planche, on vous a mis tous les sites, tous les liens, hein, messieurs, sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour des informations complémentaires. Rapidement, d'un mot, vous voulez les commenter les uns et les autres? Adjudant-chef, vous voulez dire un petit mot par rapport à ça? Alors, ce qui peut, dans un premier temps, vous intéresser, c'est le guide de la cybersécurité sur les TPE et les PME, en 12 questions. Vous verrez qu'elles reprennent les 12 ou les 13 points qu'on a évoqués précédemment. Donc, ça vous permettra d'avoir un support pour le garder, le matérialiser, vous poser les questions sur la gestion de votre réseau informatique et de son usage. Au niveau régional, il y a Cyberrock qui centralise un certain nombre d'informations liées à la cybersécurité, qui est en capacité, sans vous dire quel fournisseur choisir, mais en tous les cas, vous dire à proximité quels sont les prestataires que vous pouvez solliciter. Donc voilà, ça c'est, je dirais, c'est les deux principaux, sachant que les autres, Internet signalement, cybermalveillance.gouv, fiche initiative et signal spam, voilà, ça va être plus dans l'usage quotidien que vous pourriez en avoir besoin. Il y a même un numéro, un 0800 811 02 02 17 hein, pour le signalement qui fonctionne également. C'est tout ça, vous le retrouverez, hein, ça sera consultable à nouveau, hein, ce webinaire et ces documents de toute façon. Ça, c'est important. Alors, je me tourne parce qu'il est 19h vers la régie, savoir s'il y a des questions, et on me dit que oui, qui sont arrivées, puis on posera aussi, s'il y a des questions dans la salle, faites-vous connaître qu'on puisse venir avec un micro. Je vous écoute. Donc, une première question du Webex. Comment sécuriser sa messagerie et quelle méthodologie à adapter? Une sécurisation comment, un petit peu plus fort, comment sécuriser sa messagerie et quelle méthodologie à adopter? Et quelle méthodologie? Comment sécuriser la messagerie? Quelle méthodologie? Qui veut répondre?
question qui est arrivée. Vas-y, Philippe. Alors, sécuriser sa messagerie, donc, alors par le biais de plusieurs possibilités. Externaliser, installer directement sur le poste, ce qu'on appelle le endpoint, c'est-à-dire le poste de travail lui-même, ou encore régi par des équipements sur le réseau. Le but, c'est quoi? C'est d'identifier, alors pas seulement ce qu'on a tendance à appeler un peu trop souvent, dans un terme générique, l'anti-spam. Le spam, c'est du courrier non sollicité qui a pour vocation de réaliser des opérations commerciales. Hein. C'était l'origine du spam. Ça a évolué. Maintenant, on reçoit tout un tas d'éléments, dont tentatives de phishing, toutes les malveillances qui vont avec. Et il vous faut forcément un dispositif. Si l'on parle d'Office 365, il existe dans les tarifications Office 365 plusieurs niveaux de sécurité. Il est bien évident que chez un prestataire hébergeur, hein, je parle Azure, Microsoft, OVH, l'offre de base alléchante n'est que très peu sécurisée. Donc évidemment, si l'on souhaite aller plus loin, il faut souscrire à des abonnements un peu plus musclés, qui vont forcément, par boîte aux lettres, être un peu plus coûteux, mais qui vont apporter autre chose et puis surtout qui vont répondre à plus de situations. Au-delà du système de protection et de la méthodologie, je suis quand même tenté de dire que le niveau de vigilance doit permettre de filtrer un grand nombre d'éléments. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va prendre le temps d'analyser ce qu'on reçoit, on va quand même être à même d'évacuer un grand nombre de messages de tentatives. Si ce n'est pas suffisant, il faudra quand même envisager soit des sessions de sensibilisation, soit des formations en ligne pour être un peu plus au fait de la partie messagerie. Mais notons qu'il existe des systèmes de filtres, y compris externalisables, pour quelques euros par boîte et par mois. Vous êtes complément de réponse avec, sur cette notion-là de sécurisation de la messagerie. Si, pour compléter peut-être, si vous n'utilisez pas une solution comme celle qui est évoquée précédemment, si vous utilisez la solution de votre fournisseur d'accès avec le webmail associé à votre ligne Internet, il est utile de muscler le mot de passe ou les mots de passe des utilisateurs, d'une part. Il est, à mon avis, nécessaire de regarder les renvois de mails, les filtres qui sont mis en place et les renvois de mails. Il y a un certain nombre de virements qui peuvent être initiés ou des changements de RIB qui peuvent arriver suite à des introductions dans ce type de messagerie. Donc ça, il faut vraiment le prendre en compte. Donc si vous n'avez pas une solution payante un peu musclée, il faut que vous mettiez, j'allais dire, les mains dans le cambouis et allez voir comment votre webmail en tout cas le webmail de votre fournisseur d'accès est configuré. Voilà. On va continuer. S'il y a des questions dans la salle, on va continuer avec à distance et puis manifestez-vous aussi dans la salle qu'on puisse vous amener le micro. Autre question, s'il vous plaît. Un dirigeant peut-il être tenu responsable de la violation des données personnelles de ses clients? Alors, un dirigeant, c'est ça, hein? C'est un dirigeant, est-ce qu'il peut être tenu responsable de la violation de ses données personnelles? Oui, effectivement. Alors, je vais prendre la parole. Oui, la réponse est oui. Hein. Clairement, effectivement. Une donnée personnelle au sens de RGPD qui n'a pas été suffisamment bien protégée, qui n'a pas été traitée, effectivement, un dirigeant peut tout à fait être mis en cause sur ce terrain-là. En tout cas, il y a une responsabilité de l'entreprise sur le sujet, et on pourrait imaginer, mais je ne sais pas s'il y a eu des cas, effectivement, une mise en cause personnelle du dirigeant qui aurait été, lui, négligent sur la partie traitement RGPD CNIL. Hein. C'est quelque chose qu'on pourrait parfaitement envisager, donc la réponse est oui, 1000 fois oui. Philippe, je vois dire oui, et adjudant-chef, un commentaire. Pour compléter ce qui vient d'être dit, c'est hors RGPD, un dirigeant qui n'aurait pris aucune mesure liée à la sécurité du système d'information et qui subirait une attaque pouvant causer un préjudice grave à l'entreprise et donc à ses salariés, encourt également des peines judiciaires.
C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose qui, pendant longtemps, a été une nébuleuse. Il y a eu jurisprudence et on sait que ne rien faire peut coûter. Adjudant-chef, vous voulez rajouter quelque chose sur cette notion de responsabilisation? Donc, la responsabilité, elle peut être engagée à deux niveaux, au civil, en termes de dommages et intérêts, et également au pénal, avec peine d'emprisonnement et peine d'amende. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut réellement prendre en compte, du coup. Autre question, allez-y. Donc, c'est un de nos clients qui nous indique que la génération des mots de passe sont aujourd'hui centralisés sur une personne. La modification de mots de passe dans sa structure nécessite la mise à jour d'un fichier. En cas de départ inopiné, ceci est essentiel. Comment gérer cette difficulté? Alors, méthodologie de gestion des mots de passe quand c'est géré par une personne dans l'entreprise, un conseil. Philippe, vous dites non de la tête, vous n'en avez pas. Je dis non pour une heure. Une raison très simple. Gérer les mots de passe pour toute l'entreprise revient à se mettre en porte-à-faux vis-à-vis RGPD. Puisque le mot de passe, le compte utilisateur, le compte de messagerie appartiennent aux collaborateurs. Donc, en aucun cas, le responsable de l'entreprise, la DRH, la comptable, etc., ne doivent détenir une liste qui correspond à des identifiants de collaborateurs. Donc, souvent, dans les audits, ça ressort et on me dit « Oui, c'est bon, c'est moi qui gère. » Eh bien non. Le RGPD n'autorise pas ce genre de choses. On continue sur les questions dans la salle ou des commentaires ou des interrogations, si vous en avez, concernant est-ce qu'on peut faire circuler le... Oui, madame. Alors, on va vous donner un micro pour que ceux qui sont et celles qui sont à distance vous entendent. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais savoir si le fait d'utiliser des logiciels comme AnyDesk ou Teamweaver qui nous permettent de prendre la main favorise peut-être qu'ils trouvent le chemin. Enfin, je me suis dit ça, qu'ils avaient trouvé le chemin comme ça, moi. J'avais cru. Alors, pour répondre précisément et pour le coup techniquement parlant, la plupart des logiciels payants offrent des conditions de sécurité souvent plus que satisfaisantes, avec le chiffrage de bout en bout, etc. La solution gratuite offre ce qu'elle peut vous offrir. Si on prend l'exemple de la visio Zoom pendant la pandémie, la version gratuite vous permettait de vous inviter à des réunions où vous n'aviez pas été convié, ce qui était assez sympathique, mais pas pour la personne qui avait initié la réunion. Donc clairement, à partir du moment où vous avez une version payante avec les garanties qui vont avec, il n'y a pas de raison que ça rentre par là. Ceci dit, on a l'exemple Corbeil-Essonnes où la malveillance est rentrée par le VPN entre un prestataire et l'établissement de santé. Donc, d'où l'idée également de remettre en question la façon dont on travaille avec les fournisseurs et les prestataires, pour également les évaluer sur leurs conditions de sécurité. Commentaire, un rajout, messieurs? Pas du tout. Autre question? Allez-y, madame, bien sûr, c'est fait pour ça. Juste donc, par la messagerie, on n'a pas encore lu quand on a des doutes. Encore ce matin, j'ai eu 3 doutes. On ne fait que supprimer, c'est suffisant? Ça reste dans les éléments supprimés, c'est suffisant dans notre boîte mail ou... Oui, il faut aller plus loin. En termes de procédure, voilà, soyons très concrets. Soyons concrets. Message que vous recevez, que vous ouvrez à ce stade-là, ne vous coûte rien en général. C'est à partir du moment où vous déclenchez une autre action. Si vous le supprimez, n'hésitez pas également à vider la corbeille et le faire disparaître définitivement. De toute façon, si le sujet devait être ce qu'on appelle un faux positif, donc devait être un message crédible, on vous joindrait par un autre moyen pour confirmer la demande. Mais dans tous les cas de figure, voilà, à partir du moment où vous supposez que, vous pouvez le supprimer librement. Autre question, monsieur. Oui. Lorsqu'on a décelé donc une fraude avec l'aide de la banque et que ça n'a pas été plus loin, est-ce qu'on doit quand même le signaler à des instances ou... À la gendarmerie, par exemple, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que la fraude détectée, une fois qu'elle est réglée, adjudant-chef, est-ce qu'on vient vous voir quand même pour vous dire « il s'est passé ça dans notre entreprise » ? J'aurais tendance à dire oui. Oui, parce que c'est
la tentative est un fait délictuel, donc porter à la connaissance des services de police ou gendarmerie un fait délictuel, c'est important, parce que nous, on travaille sur un fait, sur le fait de la personne qui dépose plainte, mais en fait, on recoupe aussi les informations. Donc peut-être que les éléments que vous allez amener dans votre plainte pour tentative vont permettre, d'actualiser des connaissances sur d'autres dossiers ou de faire des recoupements de niveau départemental, voire national, qui vont peut-être permettre la résolution du dossier et de l'enquête. Oui, donc ça permet, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de ne pas rester isolé, quoi qu'il arrive, sur ce dossier-là, et d'aller vers les autorités compétentes pour se signaler. C'est important. Et c'est sous la forme d'une main courante ou on vient... Oui, on pousse la porte de la gendarmerie tout simplement. On fait comment? Cas concret. Cas concret, on appelle un service vous venez à votre brigade locale si vous êtes en zone gendarmerie, ou au commissariat si vous êtes en zone police. Et vous, idéalement, le dépôt de plainte pour initier l'enquête. Actuellement, il y a aussi alors si ça reste qu'une tentative d'escroquerie, vous pouvez également utiliser la plateforme de plainte en ligne qui s'appelle Perceval, qui est accessible depuis le site internet servicepublic.fr. Vous mettez arnaque ou escroquerie internet dans le moteur de recherche et ça vous renvoie vers la page qui vous permettra de signaler ces faits. Voilà. Autre question, monsieur, attendez, on va vous donner, attendez que le micro arrive jusqu'à vous. Bonsoir. Bonsoir, une petite question technique, vous avez parlé de VPN. Est-ce qu'un serveur relié à d'autres postes uniquement par VPN, avec ces postes ainsi que le serveur qui n'ont d'autre accès à Internet que le lien via le VPN? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire personne ne va sur Internet sur son poste, personne ne va, le serveur ne va jamais sur Internet, sur messagerie. Est-ce que cette procédure lourde limite le risque ou pas? Est-ce que le fait de faire fonctionner via le VPN sur le réseau, le risque est identique à un fonctionnement où chacun sur son poste a l'autorisation d'aller sur Internet? Bon, je verrouille comme ça. Tous les postes qui sont reliés au serveur via le VPN ont l'interdiction d'aller sur Internet, pas de messagerie, pas de Google, rien du tout. Est-ce que ça sert à quelque chose ou pas? Alors, à partir du moment où il n'y a pas de possibilité de rebond, c'est-à-dire d'accéder à cette structure à partir d'un autre environnement, donc je serais tenté de dire depuis l'extérieur, on a un niveau de sécurité qui peut fournir un premier rempart. Simplement, dans le type d'attaque, on imagine toujours que tout vient de l'extérieur. Est-ce que ça répond également à une attaque qui pourrait se produire par le biais d'un collaborateur qui ne serait plus complètement en accord avec sa direction, ou par un prestataire qui serait tenté de réaliser quelques actions malveillantes? Après, il faut voir dans la structure si tout vous garantit une étanchéité complètement éprouvée. Au-delà du VPN, il faut aller plus loin, il faut travailler sur ce que le serveur va accepter comme requête. Éventuellement, est-ce que toutes les sources peuvent s'adresser au serveur? Il y a un travail de fond sur le réseau qui peut aller très loin, comme on fait par exemple dans les environnements industriels, où dans l'idéal, on segmente complètement l'administratif de la production pour que la malveillance n'arrive pas à la production par le biais d'un poste administratif. Mais c'est un début de réflexion. Le VPN garantit plein de choses et peut, pourquoi pas, aider dans une première approche. Ok, merci. Autre question. Alors, oui, depuis la régie. Allez-y, oui. Qui arrive de l'extérieur. Alors, donc, dans le chat, donc une société de systèmes informatiques qui s'interroge sur les moyens de protéger sa structure contre un client qui rejetterait la responsabilité d'une attaque sur son entreprise. En effet, il demande s'il doit travailler sur les conditions générales de vente ou bien le stipuler dans les contrats. Autrement dit, il y a un phénomène de répercussion, si je veux bien. Est-ce que vous pouvez juste stipuler dans le contrat de vente, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est une question qu'il faudrait poser à un spécialiste du droit. On a quand même des spécialistes autour de la table, mais pas forcément d'avocats sur le sujet. Le fait de savoir s'il faut retravailler les conditions générales de vente, je ne sais pas.
Mais est-ce qu'il peut y avoir un effet de déport, on va Il dire, peut y avoir des effets, effectivement, des effets de déport, des mécanismes de recours, c'est des choses qu'on voit, qui sont possibles. Mais là, effectivement, je botte en touche pour cette partie responsabilité-là, en tout cas. Philippe, adjudant-chef, sur cette question, plutôt une question de droit bonne pur. Question. Oui, bonne question, une colle. D'autres questions peut-être dans la salle encore, ou qui nous arrivent de la régie? Vous avez d'autres sujets qui arrivent? Moi, j'en ai une, c'est quelles sont les données les plus importantes à protéger dans une entreprise? Est-ce que c'est simple à répondre, ça? Ce serait toutes. Est-ce qu'il y en a? Ou ça dépend? Alors, voilà, c'est la réponse que j'allais donner. Ça dépend. Ça dépend de votre activité. Ça dépend de la sensibilité. Jusqu'à quel point la perte de vos données vont impacter votre fonctionnement. Voilà. Il y a une analyse de risque à faire finalement pour savoir quelles sont les données les plus importantes pour vous. Donc on revient, j'allais dire, au début du sujet, l'anticipation, se préparer, identifier ce qui est important pour pouvoir bien le protéger et bien réagir en cas de difficulté. Voilà. Alors, madame, question, est-ce qu'on peut vous passer le micro qui est juste là? On vous écoute. Oui, bonsoir. Moi, je voulais savoir, dans une structure où il n'y a pas de service informatique, et où on a le choix pour des logiciels métiers ou des logiciels de paye entre avoir un logiciel en interne sur le serveur ou des logiciels en mode SaaS, est-ce qu'il vaut mieux privilégier le mode SaaS en se disant que si les données ne sont pas chez nous, on peut espérer qu'elles sont sécurisées dans un logiciel spécialisé? Alors Philippe. Ça, c'est une très bonne question. C'est une question qu'on me pose très souvent. Et on me dit, voilà, j'ai telle et telle application hébergée en mode SaaS. Quel est mon niveau de sécurité? Et comme je suis taquin, je réponds, le niveau de sécurité est celui que vous avez souscrit avec votre hébergeur. Et là, on me dit souvent, ah mais ça, je ne l'ai pas vu. Donc, quelque part, il faudrait savoir, en fonction du type d'application et de l'offre de l'hébergeur, à quel niveau vous êtes protégé. C'est-à-dire que doivent apparaître des conditions, des clauses. Alors, je me permets d'en parler puisque nous-mêmes sommes hébergeurs en nom propre. Lorsqu'on propose un contrat, on a des délais de restitution de sauvegarde, on a des fréquences, on a des rétentions, on a tout un tas d'éléments qui vont garantir qu'en cas de problème, on restitue les données dans un laps de temps connu par le client. Je serais tenté de dire qu'en termes de sécurité cloud, il faut avoir les réponses, obtenir les réponses, en partant quand même du postulat que bien souvent, les éditeurs d'applications sont des gens sérieux, qui font en sorte d'avoir également des data centers redondés pour être sûr qu'il y ait une continuité de service. Donc, quelque part, se poser la question, c'est bien, il faudrait aller jusqu'au bout en demandant des comptes par rapport à ce qu'on a contractualisé. En complément, juste effectivement sur ce sujet, le fait d'héberger des données à l'extérieur ne décharge pas effectivement l'entreprise sur le plan responsabilité, sur le fameux volet RGPD. Parfois des chefs d'entreprise qui pensent que non, c'est bon, j'ai hébergé mes données à l'extérieur, c'est bon, je n'ai pas de responsabilité là-dessus. Non, le fait effectivement de collecter des données, de les traiter et de les héberger à l'extérieur, c'est bien le chef d'entreprise, en tout cas c'est bien l'entité, la personne morale, l'entreprise qui est responsable sur ce volet-là. Il ne faut pas croire le contraire. Autre série de questions en régie. Il n'y en a pas d'autres qui sont arrivées dans la salle également. Peut-être encore une ou deux questions. On va bientôt arriver à la fin. Moi, je voudrais faire un tour de table avec vous trois. En conclusion de cette partie-là sur la cyber, ce qu'on doit retenir ce soir, les uns et les autres, ce qu'on comprend bien, alors je vais commencer avec vous, adjudant-chef, c'est que le cyber pirate a une imagination sans limite. Imagination sans limite, usage, j'allais dire, très pointu des systèmes de communication et d'information. Les réseaux sociaux, tout le monde laisse des traces dessus, donc c'est facile de collecter de l'information, surtout qu'ils travaillent dans le temps. J'ai oublié votre question. La question, c'est comment on sensibilise, quel travail on fait quand on arrive dès demain dans l'entreprise pour justement commencer à, on va dire, se prémunir
faire la checklist, comme on a dit tout à l'heure. Un des points qu'on a peut-être survolé, sur lequel on n'a pas insisté, c'est peut-être la charte informatique de votre entreprise. La charte informatique, je dirais que c'est un minimum, dans le sens où ça va donner un cadre sur l'usage du système informatique par l'ensemble des collaborateurs. On a tous le même usage. Voilà, on essaye d'avoir tous la même méthodologie. On a tous le même usage, on a tous les mêmes limites, on a tous les mêmes possibilités. Alors, forcément, à un moment donné, en fonction du poste qu'on utilise, enfin, dans lequel on est dans l'entreprise, on va avoir besoin d'accès différents, peut-être d'accès à Internet pour certains, d'autres sur des applications métiers. Voilà. Donc, mais cette charte informatique, elle permet de donner un cadre. Je disais tout à l'heure, on a tous un téléphone dans la poche, souvent un ordinateur à la maison. On croit savoir s'en servir, hein. C'est comme quand on conduit une voiture, on croit savoir bien la conduire, mais piloter une voiture de course, finalement, sur un circuit, c'est complètement différent. Là, c'est la même chose. Ce cadre et cette sensibilisation, elle commence déjà par là, et puis ensuite, l'information aux collaborateurs sur les bons usages, les bonnes pratiques. Je dirais, pour revenir sur les mails, il faut être attentif. En fait, quelque part, il faut que chacun soit acteur de la cybersécurité de l'entreprise, chacun à son niveau. Quand on reçoit un mail, on est attentif. Quand on a l'usage d'une application, on fait attention. Quand on utilise une clé USB et qu'on l'introduit sur le système, on sait qu'on peut l'introduire parce qu'elle ne sert que dans le milieu professionnel, par exemple, qu'on ne l'a pas connectée à la maison, ou on a une protection antivirus qui est moins bonne, etc. Voilà. Donc ça, c'est des choses à mettre en place, des messages à faire passer. Voilà, ce n'est pas parce qu'on utilise au quotidien l'informatique que l'informatique de l'entreprise, on doit en avoir le même usage. Voilà. Philippe, on n'a pas parlé trop non plus, un sujet qui était important, c'est l'histoire de la communication externe, interne. Quelques conseils pratiques aussi, à quel moment on décide de communiquer, de votre expérience, qu'est-ce que vous pouvez en dire? Alors, une bonne communication, c'est forcément après une bonne compréhension de ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on ne va pas communiquer de suite après l'attaque si on n'a pas compris quelle était la portée, ce que ça allait impacter. Si on n'a pas estimé la durée pendant laquelle les systèmes vont être impactés. Donc, ça peut être en partie opérant jusqu'à quasiment inopérant. Donc, il faut avoir estimé tout ça. Et dans le message qu'on va véhiculer, on va montrer qu'on est conscient de ce qui s'est passé, qu'on est pilote des opérations, qu'on ne subit pas, qu'on a repris la main et qu'on est en train de remettre le système en état. On ne communique pas forcément sur des délais, on donne dans les meilleurs délais, etc. On ne va pas être verbeux sur des sujets que, justement, on n'a pas complètement éprouvés. Mais il est important de le faire surtout à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'un client qui apprendrait que vous avez rencontré un problème majeur cyber et que vous ne l'avez pas tenu au courant sera forcément beaucoup plus dans une situation qui va vous juger où votre image va en pâtir que si vous êtes proactif sur le sujet. En interne, toujours pareil, ne pas mentir à ses collaborateurs parce qu'on a vu tout à l'heure que c'était notre première arme, le collaborateur, pour lutter justement contre les risques de malveillance cyber. Donc il faut lui expliquer clairement ce qui se passe. Après, évidemment que vous ne rentrez pas dans les détails techniques et d'opération, mais vous allez lui expliquer ce qui se passe et également mettre en avant ces notions d'indisponibilité et d'organisation, bien sûr, quoi. Mais une bonne communication, ça permet à tout le monde de voir que vous avez les choses en main, que les choses avancent et qu'on va vers une situation qui mènera à la fin de crise. Vous venez de l'évoquer, est-ce qu'il y a un délai moyen de résolution d'une attaque entre le moment? Est-ce que c'est variable? Ça dépend des structures. Sur une attaque sur des structures PME, PMI, on estime en moyenne une indisponibilité entre 3 et 7 semaines. Pour aller un peu plus loin sur des expériences vécues, Saint-Gobain, 1 an sur certaines entités.
Toyota 6 mois sur 17 unités de production. Donc ça vous donne une cartographie. Il n'y a rien de bien établi. Maintenant, à l'échelle de la PME, PMI, et parce qu'on réfléchit surtout sauvegarde, restauration, on va peut-être être à même de faire repartir l'activité plus rapidement. Aurélien, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, non, effectivement, les délais sont extrêmement variables. On a parfois des grandes entreprises sophistiquées avec des directeurs de systèmes d'information. Finalement, le sujet dure, voilà, ça s'installe dans le temps et on a beaucoup de mal, effectivement, après des semaines, parfois des mois, effectivement, à revenir à une activité normale. Parfois, et de manière un peu contre-intuitive, des entreprises peu matures sur le sujet qui finalement parviennent à s'en sortir relativement rapidement. Mais on fait quand même un lien, effectivement, entre cette résilience-là et le niveau de maturité. Enfin, quand même, si on devait dresser un tableau, plus une entreprise est mûre, mature sur ces sujets, en général, plus ça va vite. Voilà, effectivement, on est capable de sourcer l'attaque, d'où ça vient, on a une réponse à incident qui est adaptée, on peut travailler sur les postes financiers, on peut travailler sur la communication, et en général, ça va un petit peu plus vite. Donc effectivement, s'il y a un message, c'est la préparation en amont. Encore une fois, il ne faut pas subir. Faut pas subir le sujet. Allez, s'il n'y a plus de questions, on va s'arrêter là, puisqu'il est bientôt 19h30. Moi, je voudrais vous remercier, adjudant-chef Xavier Ruffiandis, alors enquêteur technologie numérique au sein de la Gendarmerie nationale. Il y a maintenant toute une section complètement dédiée à ça. Vous êtes combien sur la Gendarmerie nationale à travailler sur juste un mot, sur ce nouveau, pas métier, mais si quand même. Vous êtes des geeks de la gendarmerie, permettez-moi. Alors, je ne dirais pas geek. Il y a un effort qui est fait par la gendarmerie pour augmenter les capacités de réponse. La capacité de réponse, elle va des enquêteurs qui sont en brigade au plus près. Ensuite, il y a un échelon, on va dire, groupement, où je suis. Donc le groupement, c'est au niveau du département. Et puis, on a une entité au niveau région, donc pour chaque région, et au niveau central, avec des organismes d'ampleur nationale, tant au niveau de l'enquête qu'au niveau de l'expertise technique, pour faire sortir des données, j'allais dire des ordinateurs, des téléphones. Donc voilà, l'organisation, elle est pyramidale en gendarmerie. L'évaluation, on est aux alentours de 7000 personnels formés depuis la brigade jusqu'à l'échelon central. Toute forme de cybercriminalité. Alors, toute forme de cybercriminalité, ça va du harcèlement scolaire au travers d'Internet jusqu'à la criminalité de haut niveau, comme les ransomware ou autres. Tout à fait. En tout cas, on vous remercie, adjudant-chef Xavier Ruffiandis, d'avoir été là. Philippe Boulan, consultant en sécurité informatique chez InforSud, dont vous êtes juste pas très loin, hein, vous êtes voisins. Donc là aussi, hein, vous êtes bien évidemment contacté ou contactable, si je peux me permettre. Et puis Aurélien Matt pour Iscox. Donc là aussi, toutes les solutions en ce qui concerne les assurances. Je me tourne vers Pascal Duprat pour conclure ce webinaire. Quelques mots de fin, Pascal. Ma conclusion sera rapide. Merci Christine, d'abord merci messieurs pour ces éclairages très éclairants, on va dire. Merci adjudant pour nous rappeler l'enjeu, 7000 personnes qui travaillent dans la gendarmerie sur ce sujet-là. Ça révèle l'ampleur du sujet. Je pense qu'à l'issue de cette soirée, on ne pourra plus dire qu'on n'a pas compris que la cybercriminalité et s'en protéger était un enjeu majeur. Alors moi je suis informaticien, donc j'ai retenu 3 termes. Anticipation, prévention et bon sens. Et je pense que tous, quand on va rentrer dans nos entités, on va avoir intégré ces dimensions-là, parce que nous, en tout cas, en tant que banquiers, on peut témoigner, tout en respectant le secret bancaire, que nous vivons des situations régulièrement qui sont dramatiques et qui touchent en premier lieu les femmes et les hommes. Avant d'être des drames financiers ou informatiques, ce sont d'abord des drames humains qu'on vit. Et pas évidemment pour le dirigeant, et on a vu que sa responsabilité pouvait être engagée, mais aussi pour les collaborateurs. Et donc c'est le premier élément que je pense qu'il faut intégrer et sur lequel vous avez insisté ce soir. Alors on a compris, et merci de nous avoir éclairé sur cela, que des solutions sont possibles. Ces messieurs sont porteurs de solutions, il y en a sans doute d'autres, mais j'ai aussi retenu que
la facilité du low cost dans notre société était une facilité dangereuse. J'aime pas taper sur les gens, mais certains qui avaient des données stockées chez OVH il y a quelque temps ont compris que le low cost, ça pouvait avoir des conséquences extrêmement dramatiques. Et pour autant, les données étaient externalisées. En tout cas, n'hésitez pas à en parler à vos chargés d'affaires, à vos conseillers habituels, qui seront à même de vous orienter, si vous le souhaitez, vers les conseils, notamment ces messieurs, mais peut-être d'autres, pour vous assister dans les travaux que vous souhaiteriez engager après cette soirée. Merci messieurs, merci Christine, merci à tous ceux qui ont organisé la soirée, de la direction des entreprises, de la communication, nos partenaires techniques, sans qui cette manifestation n'aurait pas été possible. Merci de votre présence. Merci beaucoup, mesdames, messieurs, les personnes qui sont à distance également. Merci d'avoir suivi. Puis cette séquence, ce webinaire, en tous les cas, est enregistré, donc il sera consultable à nouveau. Vous pouvez le partager. En tous les cas, l'idée, c'était de faire un tour d'horizon et que les personnes qui ne peuvent pas être disponibles à l'instant T, eh bien, puissent bénéficier également de l'expertise de nos trois personnalités qui étaient avec nous ce soir. Merci à vous trois et merci à vous. Je vous souhaite une très, très bonne soirée. À très bientôt.